Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans et belle année à toutes et à tous ceux que j'ai pas encore croisés. Nous sommes très heureux de faire ce premier webinaire sur la réforme de la loi de finances. Vous savez que toutes les entreprises au 1er juillet 2024, alors il n'y a pas que les JO chez Orange, il y a aussi effectivement la réforme de la loi de finances qui amène à la facture électronique. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous allons vous présenter le contexte et les obligations de cette réforme avec nos experts. C'est co-animé par OpenBee et par Orange, ce webinaire. Nous allons passer 1 heure ensemble. Nous allons faire une courte présentation sur le contexte et après, nous prendrons au fil de l'eau vos questions-réponses. Effectivement, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Mais par contre, dans le chat, comme vous nous dites tous bonjour et bonjour à toutes et à tous, vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons au fil de l'eau ou à la fin de la présentation. Alors, David, il n'y a pas que les Jeux Olympiques pour 2024. Je crois que, David, tu es en charge aussi de cette problématique de digitalisation de nos clients. Absolument. Merci Thomas et bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue donc, pour ce premier numéro de Cap sur la démat. Donc, je suis David Buis, je suis responsable du programme Mobile Business Apps chez Orange Business Services. Et donc, je vais vous accompagner avec Thomas là, durant l'heure qui vient pour aborder ensemble cette réforme de la facture électronique. Et on va le faire donc, dans le cadre du programme que je dirige, dont la promesse est de vous proposer des solutions innovantes pour dématérialiser vos processus au travers d'un large catalogue d'applications métiers qualifiées, testées, approuvées par les équipes d'Orange Innovation et qui sont référentes sur leur marché, qui sont pérennes. Donc, notre mission, c'est d'identifier et de contractualiser avec les meilleurs éditeurs logiciels et puis d'apporter notre savoir-faire d'opérateurs intégrateurs durant la mise en œuvre et puis la vie de solution. Alors, on est effectivement le 19 janvier. Le 19 janvier, c'est le mois des vœux. Donc, je m'associe à Thomas, puis permettez-moi de vous les présenter au nom d'Orange, nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Janvier, c'est aussi le mois de la démat, car nous sommes maintenant à moins de 18 mois, 529 jours, très exactement, d'une réforme d'une grande ampleur qui va considérablement faire évoluer la façon dont nous traitons les flux de facturation, ce que nous recevons de nos fournisseurs, ce que nous émettons à destination de nos clients, et puis qui va bouleverser le quotidien, votre quotidien, notre quotidien, notamment celui des équipes comptables. Et puis à titre personnel, moi je suis absolument convaincu que cette réforme, c'est une opportunité finalement assez unique pour renforcer la valeur de nos équipes en les faisant évoluer vers des tâches qui sont plus impactantes que de la saisie de factures ou des tâches un peu rébarbatives. Pour en parler, laissez-moi vous présenter nos intervenants du jour, Jean-Louis Pascon et Christophe Laurence. Alors Jean-Louis, vous intervenez aujourd'hui en tant qu'expert, vous êtes notre caution, vous êtes consultant et vous disposez de nombreuses années d'expérience en matière de gestion électronique de documents. Vous avez directement contribué à la définition d'un certain nombre de normes autour de l'archivage électronique et des processus de dématérialisation. Et vous êtes toujours dans le groupe d'experts qui a défini les normes pour la préservation des documents signés dans le cadre du règlement européen eIDAS. Pour ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, vous êtes membre du FNFE, le Forum national de la facturation électronique. Vous participez à ce titre à de nombreux travaux, que ce soit dans le cadre de ce forum pour la facture électronique, mais aussi directement en lien avec le MINEFI. Vous êtes au cœur du réacteur, si je puis dire, Jean-Louis, et donc ça devrait nous permettre de disposer des toutes dernières informations. Et puis Christophe, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes cofondateur et directeur des opérations d'OpenBee. OpenBee, donc éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de capture et de gestion de documents. Vous avez passé plusieurs années à l'étranger dans des startups technologiques à Singapour, à Londres, à Paris aussi. Et puis ensuite, 5 ans chez Compaq dans les domaines de l'infrastructure de stockage. Vous êtes installé, Christophe, à Annecy là, depuis bientôt 20 ans, où se situe le siège d'OpenBee. Et avec OpenBee, vous aidez au quotidien des entreprises dans le monde entier, avec vos différentes filiales, à rationaliser leurs processus commerciaux grâce à des solutions intelligentes, intuitives. Et nous sommes partenaires, Christophe, depuis 8 ans maintenant. Merci David, bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet et puis pour cette première session, échanger donc autour du contexte et des obligations de cette réforme. Jean-Louis, la première question que j'ai envie de vous poser,
pour qu'on en comprenne finalement toute la logique, c'est pourquoi cette réforme est-elle mise en place et qui est concerné par cette réforme. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas, si vous ne savez peut-être pas, mais l'État français a besoin d'argent, comme beaucoup d'États dans le monde d'ailleurs, et donc on pense, mais c'est une estimation, qu'il manque par an 20 milliards de TVA au budget de l'État. Et donc c'est une des motivations majeures de cette réforme, c'est effectivement pouvoir permettre à l'État de récupérer ce qui est pas déclaré, ce qui est modifié, pas transféré, etc. Donc ça, c'est véritablement le fond, sachant que pour l'Europe, c'est le même sujet. Les estimations, c'est comme toujours la fraude, c'est difficile à dire, mais c'est entre 100 et 150 milliards de TVA qui partent dans la nature et qui ne sont pas recouvrés par les États. La deuxième chose, c'est que là, par contre, plus opérationnel pour les entreprises, c'est fluidifier les règlements. Effectivement, si tout est en électronique et derrière les paiements en électronique, ça va permettre d'améliorer les relations entre les entreprises et surtout de mieux gérer les dates de règlement. Ça améliore aussi les processus internes des entreprises parce qu'effectivement, on va pouvoir avoir des moyens de contrôler, de vérifier, on y reviendra plus tard. Et ça assure une meilleure maîtrise dans les entreprises en matière de suivi des documents, donc du bon de commande au virement et en passant bien évidemment par la facture. Et puis, on va vers un système de dématérialisation en Union européenne. C'est dans les tiroirs, ça va venir, donc d'avoir un moyen d'échange au niveau des 27. Et puis pour l'État, c'est une amélioration de la connaissance du fonctionnement des entreprises quasiment en temps réel, aussi bien au niveau interne pour la France que pour l'exportation. Et qui est concerné? C'est très simple. Toutes les entreprises, toutes les associations qui ont un SIREN et qui, même celles qui ont des exemptions de TVA, sont concernées par cette réforme. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce qui est les fondements et le périmètre de cette réforme. Merci Jean-Louis pour ces premiers éléments. On y voit d'ailleurs plus clair sur les objectifs. Christophe, il y a un calendrier qui a été défini sur l'émission et la réception des factures. Thomas a d'ailleurs parlé dans son introduction du 1er juillet 2024. Est-ce que vous pouvez nous préciser les dates clés et les actions attendues? Alors oui, tout à fait, David. Également, bonjour à tous et à toutes et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme tu l'as dit, David, nous sommes à 529 jours du 1er juillet 2024, qui sera vraiment la date clé à prendre note pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit votre taille. Où à partir de cette date, il y aura en fait deux obligations. L'une d'émission des factures de vente vers les clients pour les entreprises dites grandes entreprises qui font plus de 5000 salariés. Donc ça, c'est la première obligation. Et comme vous pouvez le voir sur ce slide, cette obligation sera progressive en fonction d'un calendrier qui est établi au 1er janvier 2025 pour les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, et au 1er janvier 2026 pour les TPE et PME pour effectivement répondre à cette obligation d'émission des factures vers les clients. Donc on le verra tout à l'heure, cette émission de factures sera gérée et régie par différentes plateformes techniques et différents acteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette obligation d'émission. Elle sera également, donc, elle concernera les factures pour toutes les entreprises assujetties à la TVA et pour les opérations françaises. Par contre, en fonction de ce même calendrier d'émission, il y aura une obligation pour les entreprises qui facturent des clients, ce qu'on appelle le B2C, des clients privés, d'émettre un e-reporting, et on verra en quoi ça consiste tout à l'heure, et également d'émettre un e-reporting sur toutes les transactions des ventes liées à l'international. Par contre… Christophe,
Excuse-moi, Christophe, j'ai une petite question dans le chat de Adeline Coulange. Est-ce que cette réforme impose la dématérialisation des factures, mais pas forcément des paiements, n'est-ce pas? Ça, on le couvrira un petit peu plus tard, Thomas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à ce 1er juillet 2024, toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille, donc qu'on soit une petite ou moyenne entreprise, une ETI ou une grande entreprise, seront dans l'obligation d'accepter les factures électroniques selon les termes techniques définis par cette norme. Et ça, c'est primordial puisque, effectivement, aujourd'hui, si on se projette dans cette réforme, vous êtes une petite ou moyenne entreprise, vous dites 1er juillet 2024, finalement, je ne serai pas concerné. Eh bien si, puisque vous avez très certainement des clients qui sont de grandes entreprises, plutôt pas des clients, excusez-moi, mais des fournisseurs qui sont des grandes entreprises, comme Orange, qui vous délivre des services liés à la téléphonie, et à l'Internet et aux data, ou encore comme Auchan, qui peut vous délivrer via le drive des biens de consommation, ou encore tous les acteurs de l'énergie, EDF ou Total, ou encore les chaînes d'hôtels du groupe Accor. Donc tous ces acteurs, eux, seront dans l'obligation d'émettre via la plateforme donc PPF public de l'État, leurs factures à votre destination. Donc ça veut dire que vous serez dans l'obligation de les accepter et vous n'aurez pas d'autre moyen que de vous connecter au mécanisme mis en place par l'État pour aller réceptionner ces factures. Ce qui vous implique notamment plusieurs actions à réaliser avant le 1er juillet 2024 et qui sont tout d'abord de vous inscrire sur l'annuaire qui sera mis à disposition par le Minefi, donc de vous enregistrer, de mettre certaines informations, et puis aussi d'avoir la possibilité technique via un connecteur d'aller récupérer ces factures auprès de la plateforme de l'État pour effectivement être notifié que vous avez une facture d'un grand client, d'un grand fournisseur, pardon, et être capable de la télécharger pour la régler. Parce que si vous ne voyez pas ces factures, fatalement, vous serez potentiellement soumis à des coupures de service. Donc, bien prendre en considération cette date, quelle que soit la taille, 1er juillet 2024, nécessité de s'inscrire sur l'annuaire, mais également nécessité de mettre des moyens techniques pour aller récupérer les factures de vos grands fournisseurs. Merci Christophe. Nous avons donc compris l'objectif de la réforme qui était concerné. On a maintenant un calendrier clarifié et cette date du 1er juillet 2024 pour l'inscription de l'annuaire et la collecte des factures et puis progressivement pour l'émission. Jean-Louis, quelles sont les obligations pour les entreprises B2B ou dit autrement, que transmettre et quoi transmettre? Alors, la première chose, comme vient de le dire Christophe, c'est que progressivement, et la date ultime, c'est le 1er janvier 2026, il ne sera plus possible de transmettre des factures simplement, que ce soit en papier s'il y en a encore, ou en pièce jointe, en PDF, directement à son client. Il faudra passer obligatoirement soit par la plateforme publique, la PPF, la plateforme publique de facturation, soit par une ou des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires, qui vont être référencées par l'État après une série d'audits. Ce n'est pas encore, j'allais dire, définitif quant à la démarche, ça va arriver. Les ouvertures de candidatures auront lieu là d'ici peut-être 2-3 mois. Et ces plateformes donc réaliseront un certain nombre de choses, comme de transfert de données complémentaires, des vérifications de signatures, etc. Donc, véritablement, il y a un outil qui sera plus ou moins centralisé, mais malgré tout qui sera obligatoire pour le transfert des factures. Alors, pour répondre à une question qui est passée dans le chat, eh bien, ce n'est pas que les factures B2B France, c'est aussi les factures B2B importation ou exportation. Et dans ce cas-là, on va faire non pas du transfert de facture, mais ce qu'on appelait le e-reporting, c'est-à-dire un condensé de la facture. Bien évidemment, si vous recevez des factures en coréen, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes
à Bercy qui lisent couramment le coréen. Donc, le mieux, c'est quand même de fournir un résumé de la facture dans un langage formalisé. Et puis, un point important, et là, j'attire toutes les entreprises qui ont des clients, j'allais dire, physiques comme nous, eh bien, c'est qu'il y a une obligation de remonter les informations de vente aux particuliers. Et c'est le fait de pouvoir récupérer les informations qui sont dans les systèmes de caisse enregistreuse. Alors, c'est au sens large, hein, c'est aussi bien la caisse enregistreuse avec le tiroir qui fait signe quand ça s'ouvre que des logiciels de caisse qui gèrent, par exemple, des encaissements de carte bleue. Et là, c'est même motif, même punition que pour l'exportation. Il faudra faire remonter ce qu'on appelle le ticket Z, hein, le ticket de clôture journalier d'une caisse, vers le ministère des Finances, et là, dans un format qui est le même format que pour les reporting, parce qu'effectivement, il n'y a pas certaines informations du pays destinataire. Voilà. Donc, globalement, tous les échanges d'une entreprise, que ce soit le B2B en France ou à l'export, à l'international, ou vis-à-vis de clients particuliers, tout ça devra être remonté sous différents formats, on y reviendra, mais tout ça devra être remonté au ministère des Finances. J'ai aussi entendu parler, Jean-Louis, d'un schéma en Y pour l'envoi et la réception des factures. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter? Oui, alors ce format, c'est presque, si vous regardez bien en le mettant plus vertical, c'est presque le symbole du yen, parce que c'est un Y avec une petite barre au milieu. Mais ça vous montre toutes les possibilités qu'on peut avoir maintenant, enfin qu'il y aura pour l'échange des factures dématérialisées. Donc, le principe est le suivant, c'est que tout en bas, vous avez l'élément clé, hein, sous l'aspect Chorus, qui sera la plateforme qui récupérera les factures et les reporting. Vous avez une plateforme du ministère des Finances qui sera inaccessible, qui collectera toutes les données concernant les factures et les paiements. Ça répond à une autre question. Mais vous voyez qu'il y a différentes possibilités. Je suis le fournisseur A, j'ai sélectionné une plateforme partenaire parce que je vais faire de l'édit fiscal, par exemple. Et donc, je vais passer par cette plateforme qui va, entre guillemets, éplucher ma facture EDI fiscale pour envoyer les informations à la plateforme d'État Chorus. Et puis, en parallèle, dans le haut la barre au milieu, va envoyer la facture EDI ou pas. Ça peut être transformé, puisque les plateformes auront la possibilité de transformer les formats à mon client B. Et vous recommencez dans toutes les possibilités qu'on voit dans le schéma. Le A peut aller au D en passant par la plateforme publique en bas, la PPF, donc Chorus. Soit je suis un fournisseur C et je vais envoyer ma facture via la plateforme publique, mais mon client, lui, est connecté à une plateforme de dématérialisation. Donc, on voit qu'il y a énormément de possibilités, puisqu'il pourrait y avoir peut-être 5, 6, 10, on ne sait pas encore, de plateformes de dématérialisation. Donc, il y aura une exploitation de ce Y dans beaucoup de variétés en fonction, effectivement, des combinatoires qui vont exister. Et c'est pour ça que c'est très important d'être dans l'annuaire, comme l'a dit Christophe, car si vous n'êtes pas dans l'annuaire avec la bonne adresse, eh bien, on ne saura pas à qui adresser la facture. Donc, si je comprends bien, au final, Jean-Louis, il va y avoir la possibilité de communiquer et de recevoir les factures via des opérateurs de dématérialisation, des plateformes privées, le portail public. Les différences ou les points d'attention entre ces trois possibilités de transfert, est-ce qu'on peut les balayer? Oui, merci. Alors, on a oublié un troisième larron, si j'ose dire, l'opérateur de dématérialisation. Et donc là, on a une espèce de synthèse, mais qui peut encore évoluer d'ici quelques temps en fonction de l'apparition des décrets de mise en application de tout ça. Donc, une plateforme publique gratuite
dont vous voyez ici en haut les actions possibles. Donc tout ce qui est transmission de données fiscales, la gestion de l'annuaire et l'accès à l'annuaire officiel, la possibilité d'enregistrer soi-même des factures, l'envoi direct au destinataire et un archivage entre guillemets légal qui aura pour vocation en fait d'être une trace des factures pendant 10 ans, mais pas peut-être avec l'aspect code civil. Ça, c'est encore à déterminer. Vous voyez au milieu les plateformes partenaires. En fait, ce seront certainement les plateformes les plus riches puisqu'elles pourront offrir, en plus des fonctions obligatoires, des fonctions complémentaires avec des possibilités de services de dématérialisation, de CR, de workflow, enfin, etc. Et aller jusqu'à des gestions d'archivage légal en utilisant, par exemple, des processus de signature, de redatage qualifiés au sens du règlement européen IDAS, etc. Et puis, un troisième type d'opérateurs, les opérateurs donc de dématérialisation, qui sont en fait des intermédiaires entre une entreprise et une de ces plateformes afin de mettre en forme les factures, de convertir par exemple les formats et de pouvoir adresser soit à la plateforme publique, soit à une des plateformes privées, la facture ou le reporting ou les informations d'encaissement. Merci Jean-Louis pour ces précisions. Vous parliez de format. Ces derniers mois, on a entendu parler notamment d'un format qui émergeait, qui était FactureX, qui sera le nouveau format d'échange. Je crois savoir qu'il en existe d'autres, hein, Christophe? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent à tort de la réforme FactureX et non pas de la réforme de la facture électronique 2024. C'est vrai que FactureX est une marque qui s'est imposée dans le paysage de cette réforme. Mais finalement, FactureX n'est qu'un format d'échange et au sein de cette réforme qui sera supportée par les plateformes publiques au sein de cette réforme de la facture électronique. Il y a en effet deux autres formats qui sont moins connus, UBL et C2I, qui sont des formats qui seront également supportés dans le cadre de l'émission et de la réception de factures. Par contre, la différence entre FactureX et ces deux autres formats, UBL et C2I, c'est tout simplement que le format FactureX contiendra, comme les deux premiers, l'intégralité des informations de la facture, donc toutes les informations liées aux fournisseurs, aux clients, également toutes les informations comptables, les lignes articles de la facture, les montants TTC, le taux ou les taux de TVA, le montant hors taxe et d'autres informations. Et toutes ces informations seront au format d'XML, donc un format informatique d'échange, qui n'est pas interprétable visuellement pour le commun des mortels. Et FactureX aura donc l'avantage, par rapport aux deux autres formats, de proposer une image de la facture pour qu'on puisse visualiser, comme on le fait aujourd'hui, les informations de la facture par rapport à ce qui nous a été transmis ou ce que l'on va envoyer vers la plateforme. Donc oui, il y aura trois formats et principalement deux formats qui intègrent uniquement des données XML brutes et un autre qui, en plus de ce format, intègre une prévisualisation de la facture. Donc à votre niveau, il sera bien important de vérifier avec votre éditeur de gestion commerciale ou ERP de savoir quels sont les formats qui seront utilisés et disponibles à la fois pour générer des factures, mais également pour intégrer en comptabilité les documents et fichiers reçus, donc soit par un opérateur privé, donc une PDP, ou soit via la plateforme en passant par un opérateur de dématérialisation. Donc ça sera un point de vigilance à checker avec votre éditeur pour savoir quels sont les formats à utiliser à la fois en émission et en réception. Merci Christophe. On a pas mal de questions là sur le chat. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous continuiez à les poser dans le chat. On les reprendra. On se garde 10 minutes à la fin là, pour reprendre vos questions et puis répondre un peu à la fin de la présentation, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va aborder par la suite.
Christophe, est-ce que vous pouvez finalement nous résumer de manière un peu synthétique ce qui va changer pour les entreprises là? Alors, ce qui va changer fondamentalement et de manière progressive, c'est d'une part, on l'a vu tout à l'heure, c'est la réception de factures de la part de mes fournisseurs. C'est une obligation, dans un premier temps, jusqu'en 2026, d'avoir un mode hybride de réception de ces factures, à la fois être capable de réceptionner, traiter les factures comme je le fais aujourd'hui, en recevant des factures par email ou en allant les télécharger sur la plateforme de mon fournisseur, ou encore en numérisant les factures au format PDF et à les intégrer en comptabilité de manière manuelle automatique. Donc ça va continuer à exister. Mais progressivement, le papier et le fichier PDF simple va disparaître jusqu'en 2026, où là, tout se fera au format donc C2I, Facture X ou autre. Et là, l'idée, c'est qu'en émission de facture, on devra également fournir à une PDP ou à la plateforme publique de facturation nos factures dans un format défini. Donc, ça, c'est progressif, on l'a vu, il y a un calendrier qui va définir ces obligations. Mais grosso modo, ce qui va changer, c'est un mode hybride pour gérer tous les cas de figure et ensuite un mode unique lié à la réforme de la facture. Ensuite, ce qui est aujourd'hui manuel quand on parle d'intégration comptable, demain sera automatique puisque je n'aurai plus à saisir les informations en comptabilité, étant donné qu'un simple import des fichiers XML me permettra d'intégrer mes écritures comptables dans mon logiciel. Et aujourd'hui, bien évidemment, on propose, nous, OpenBee, des solutions de dématérialisation des factures fournisseurs avec des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour capturer l'intégralité des informations comptables. Et si aujourd'hui vous êtes équipé d'une solution comme OpenBee ou d'une autre solution, progressivement, l'aspect capture des informations ne sera plus d'utilité puisque on n'aura simplement qu'à lire un fichier XML et ensuite à le traiter. Mais après, tout ce qui est la partie qui suit cette réception et ce vidéocodage de la facture restera, puisque vous serez toujours dans l'obligation d'intégrer cette facture et d'affecter les bons comptes de charge, ou si vous procédez à de la ventilation analytique, de réaliser ces opérations. Et puis également, et ça Jean-Louis en parlera tout à l'heure, il y aura une notion importante de remonter le statut de la facture. Et c'est là où tous les circuits de validation ou workflow permettront de gérer cette facture et de pouvoir aller chercher cette information de bons à payer ou encore de règlement auprès du client ou du fournisseur. Justement, Jean-Louis, parlons-en de cette notion-là liée au statut de la facture et à son cycle de vie. En quoi la demande de l'administration fiscale de suivi des paiements va impacter les procédures actuelles de nos clients? Eh bien, ça va impacter de façon assez importante les procédures, parce que ce qu'on faisait chez soi pour soi-même va être en partie ouvert, si j'ose dire, à l'extérieur, et l'extérieur s'appelant le ministère des Finances, pas plus exactement la DGFiP. Donc, en fait, tout ce qui était je prépare une facture va rester en interne, juste au moment où, si vous regardez le petit schéma, quand on va envoyer la facture dans une des plateformes qu'on a sélectionnées, ou sa plateforme, et qu'on va l'envoyer et la mettre à disponibilité du client. Ça sera le top départ, si j'ose dire, de l'avis de la facture. Et puis, la facture va être réceptionnée par le client, il va la prendre en charge, il peut l'approuver ou non, il peut y avoir un litige, ça peut être suspendu parce que, par exemple, on attendait un document complémentaire, un bon de livraison, etc. Ce qui fait qu'il va y avoir un certain temps avant d'avoir tous les éléments complétés, et finalement, on va pouvoir approuver la facture et la mettre en paiement et fournir après l'information comme quoi elle est bien payée. Ce
Ce qui va être aussi différent d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si vous envoyez une facture papier, pour prendre un exemple simple, sur du papier 80 grammes ou sur du carton, à part le problème de l'enveloppe, votre client, il peut prendre ça comme une facture. Avec la technique, ça va être différent, et c'est pour ça que vous avez des informations de rejets qui vont être des rejets techniques. La facture va devoir avoir le numéro de sirène du client. S'il n'y a pas le numéro de sirène, on n'est pas dans l'annuaire, on ne peut pas trouver dans l'annuaire, donc on ne peut pas adresser la facture à la bonne plateforme destinataire. Le format, Christophe vient d'en parler, les formats des factures sont des formats normalisés au niveau international. Si la facture ne respecte pas ce format, ou si elle n'a pas les mentions obligatoires, rejet technique, pareil, et donc retour de la facture à l'envoyeur et nécessité de la réémettre avec les corrections nécessaires pour la rendre conforme à ce qu'attendent les plateformes, Donc voilà, ça va changer la façon de travailler puisque ce qui était inconnu les uns des autres va l'être maintenant à travers les informations qui vont transiter par la plateforme. Pour ceux qui utilisent déjà Chorus avec l'administration, c'est tout à fait la même chose. On sait ce qui se passe au niveau de l'administration en fonction de la réception de la facture, ce que fait l'entité publique de la facture, la mise en paiement, etc. Donc voilà, ça va être, si j'ose dire, la nécessité de s'organiser véritablement pour avoir une bonne rigueur en matière de suivi du cycle de vie de la facture, de son émission et jusqu'à son encaissement définitif. Bien évidemment, si vous avez au milieu des avoirs, des paiements partiels, des éléments complémentaires qui doivent arriver, le petit schéma qui est là, qui est relativement simple, peut devenir relativement complexe à mettre en œuvre si on n'a pas préalablement pensé à ce suivi du statut de la facture et de son paiement. Merci Jean-Louis. À ce stade, on a plutôt bien défriché, je pense, le contexte. On a abordé le calendrier, les obligations de chacun, les choix de plateforme qu'on va devoir mener, de format. Je vous propose maintenant, Christophe, d'évoquer peut-être la méthode, finalement, concrètement, comment est-ce qu'on se prépare le plus efficacement possible, comment on anticipe pour accompagner au mieux cette transition et puis accompagner aussi les équipes. Merci, merci David. Oui, effectivement, c'est une question clé et je reprendrai un petit peu l'analogie de Thomas en introduction par rapport aux Jeux Olympiques de 2024. Comme une grande compétition, il faut se préparer et il ne faut pas arriver le matin de la course sans avoir eu un entraînement et une préparation physique à cet événement. Donc là, c'est à peu près la même chose. Il faut voir 2024 comme une date où, quelle que soit sa taille d'entreprise, on devra être prêt, du moins en réception de factures pour les ETI et pour les entreprises de type PME ou autres. Et 2026 arrivera très très vite. Donc là, il est important de prendre en considération ce timing. Et puis, mon premier conseil serait effectivement d'avoir une cartographie précise des flux de factures d'achat et de vente que l'on réalise avec ses fournisseurs et ses clients. Pourquoi ? Tout simplement par rapport à la première échéance de 2024, d'être capable de dimensionner le flux de factures que l'on devra réceptionner de la part de clients grands comptes ou grandes entreprises et de se préparer ensuite à cette réception. Et de même par rapport aux clients et fournisseurs que l'on dispose en termes de taille d'entreprise. Donc ça, c'est important de bien identifier le volume de factures échangées et avec quel type de clients et fournisseurs et selon leur taille également. Ensuite, il faut créer, comme tout projet informatique, c'est quand même un projet informatique au-delà d'être un projet administratif et financier, il faut créer une équipe sur cette thématique
et intégrer différentes personnes de différents services, donc intégrer bien évidemment toute la partie direction générale, la partie administration des ventes, la partie comptabilité et finance, également la partie informatique ou son prestataire informatique si on ne dispose pas de ressources informatiques, pour déterminer quelles seront les responsabilités de chacun et quelles seront les tâches à réaliser suivant un calendrier que l'équipe définira. Aussi, penser à créer un cadre de gouvernance pour ce projet, mettre en place ce qu'on appelle des métriques de type KPI et des indicateurs clés pour définir quels sont les objectifs à court, moyen et long terme. La notion de formation est également importante, de mettre en place pour les différentes personnes concernées des formations, de sensibilisation dans un premier temps, puis ensuite d'utilisation des différents outils que l'on va pouvoir mettre en place et que l'on va devoir migrer ou mettre à jour. Et puis également, point important, je l'ai dit précédemment, se mettre en relation avec son fournisseur de RP ou de gestion commerciale pour savoir comment lui voit la réforme, quels sont les formats de factures qu'il sera capable d'intégrer et d'émettre, quelles sont ses préconisations en matière de transmission de factures. Est-ce que ça se fera par une plateforme PDP ou directement sur le PPF ou via un opérateur de dématérialisation. Si de plus vous prévoyez de changer de prestataire logiciel ou d'intégrateur de logiciel de comptabilité, ne le faites pas un an avant votre date d'échéance, donc 2025 ou 2026. Faites-le si possible cette année pour avoir le temps de déjà gérer ce changement de fournisseurs et de logiciels, et ensuite appliquer les obligations techniques qui vous seront demandées pour être compatibles avec la réforme de facture. Donc, il y a vraiment tout un processus à initier dès maintenant pour s'assurer de migrer vers cette plateforme sans stress et éviter les écueils qui pourraient intervenir si on se précipite et on met en place une solution à la dernière minute. Regardons ensemble peut-être les points un peu prioritaires, Christophe. J'allais dire, vous y avez un peu répondu, mais si je n'ai pas encore traité ce sujet dans mon entreprise, est-ce que je dois quelque part accélérer la digitalisation de mes factures? Et puis donc, ces points qu'il faut probablement bien prendre en compte. Alors, oui, au-delà de l'aspect organisationnel et des logiciels financiers et comptables ou gestion commerciale. Aujourd'hui, si tel n'est pas le cas encore dans votre organisation, on vous conseille vivement de mettre en place des solutions de dématérialisation de factures, puisque vous le savez très certainement, aujourd'hui, on est capable d'automatiser l'intégration, la gestion des factures fournisseurs, de leur capture jusqu'à l'intégration comptable, ou l'émission de factures vers les clients, soit par email, pièce jointe attachée à un email ou via des extranets sécurisés. Et la mise en place de tels systèmes facilitera votre migration, puisque vous aurez déjà une plateforme de dématérialisation qui suivra ensuite les obligations techniques et réglementaires de cette réforme. Donc aujourd'hui, une préconisation que l'on partage, c'est vraiment de s'investir et de mettre en place les outils de dématérialisation de factures qui existent, qui vous permettront d'ores et déjà de profiter des bénéfices de la démat, de réduire vos coûts de gestion de factures fournisseurs ou d'émission de factures clients, puisqu'il faut savoir que la gestion manuelle d'une facture fournisseur coûte aux environs de 10 € et qu'on est capable de réduire de 70% le coût de gestion d'une facture fournisseur avec des solutions de démat comme peut le proposer aujourd'hui OpenBee ou Orange. Et de même pour la facture client, le coût manuel d'émission d'une facture, si on prend en compte l'affranchissement, la mise sous pli, les copies papier nécessaires est de l'ordre de 3 €, et on peut encore une fois réduire de 70% ce coût par la mise en place de solutions de gestion électronique. Donc au-delà de l'aspect gain de productivité et gain financier de la mise en place d'une solution de démat logicielle,
ça vous permettra de faire un premier pas dans cette réforme et ensuite de bénéficier de l'évolution native de cette plateforme pour mettre en place l'architecture liée à la réforme. Puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous commencerez avec une brique hybride qui permettra à la fois d'accepter les formats FactureX ou autres, également les formats papier ou numérisés, et demain de gérer des formats totalement liés à cette réforme. Donc, l'évolution qu'on peut vous proposer au travers de nos plateformes vous permettra de gagner en souplesse et en efficience par rapport aux échéances. Et après, sans parler également de tout ce qui est gestion documentaire, pour conserver à vocation probatoire l'ensemble des factures émises et reçues. Si vous êtes inscrit semaine prochaine, il y a un webinaire sur la piste d'audit fiable qui est aussi un point fondamental, on en parlera, mais une solution de gestion électronique peut vous aider à garantir cette piste d'audit fiable. Donc il y a différents mécanismes qui sont importants. Et les briques de démat vous permettront de manière certaine de gagner du temps dans la migration vers cette réforme. Merci Christophe. Il nous reste quelques minutes pour arriver à conclure et puis prendre des nombreuses questions. Il y en a beaucoup sur le chat. Peut-être évoquer ensemble la relation qu'on peut avoir Orange et OpenBee. Vous faites partie du programme Mobile Business Apps depuis 8 ans maintenant. On a construit cette relation de longue durée. Je voulais simplement partager le fait que c'est pas un parcours de santé d'être référencé et agréé sur les programmes d'Orange Business Services. Vous l'imaginez bien, on a tout un processus de sélection sur lequel il y a beaucoup de comparaisons de critères fonctionnels, financiers, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une vingtaine de partenaires aujourd'hui au programme. On a vu plus de 800 éditeurs pour construire ce programme-là. Et OpenBee fait partie des 5 premiers avec lesquels on a construit cette belle aventure. Elle aboutit cette année à l'ouverture, l'année dernière, en 2022, à l'ouverture d'un centre de compétences chez Orange pour internaliser de la compétence et accompagner OpenBee dans cette montée en charge, puisque vous êtes nombreux autour du pont. Vous savez évidemment qu'avec des obligations de ce type-là, il va y avoir probablement un peu d'embouteillage. Donc, c'est important qu'on dimensionne les équipes aussi pour bien vous accompagner. Puis Christophe, si peut-être aborder le point de la sécurisation et de l'hébergement, parce qu'on parle quand même de données critiques pour l'entreprise, de données comptables. Donc, vous avez une infrastructure un peu spécifique. Oui, effectivement, David. Donc, notre choix d'hébergement s'est naturellement porté chez Orange, notamment au niveau du Cloud Orange Business Service, où nos prérequis étaient vraiment d'offrir un environnement souverain d'hébergement de nos applications et des données de nos clients, associé à un niveau de sécurité élevé. Au-delà des briques sécurité intégrées dans la plateforme OpenBee, comme la double authentification, le cryptage des données et autres, ce qui est important et ce pourquoi nous avons choisi Orange, c'est la capacité de disposer d'un environnement sécurisé qui répond à la norme ISO 27001 et aussi la capacité de mettre en place des architectures redondantes avec des systèmes de sauvegarde et de PRA automatisés. Puisque aujourd'hui, effectivement, la facturation est une donnée critique, autant en termes de nécessité d'émettre les factures, parce que si effectivement je ne suis plus dans la capacité d'émettre mes factures, je vais constater des retards de paiement et donc des problématiques de trésorerie. Mais également, si mes données liées à mes factures sont mal sécurisées, je pourrais avoir des fuites d'informations, ce qui pourrait créer des dommages assez conséquents en termes d'image de marque et de confidentialité. Donc oui, le partenariat OpenBee Orange est fondamental pour offrir à nos clients un environnement applicatif sécurisé, redondant et résilient. Il faut savoir que 80% de nos projets aujourd'hui sont dans le cloud, et contre 20% sur les infrastructures de nos clients, donc on-premise. Et c'est vraiment là où demain tout se passera, le cloud. Donc, faire un partenariat avec Orange, c'est le choix effectivement logique
pour répondre à ces obligations de sécurisation des données et des applications. Concrètement, Christophe, vous avez abordé quelques bénéfices tout à l'heure, notamment évoqué les bénéfices financiers. Je pense qu'ils sont assez nombreux, les bénéfices de cette accélération. Si on se les résume sur ce dernier slide. Alors oui, j'ai évoqué le retour sur investissement que l'on pouvait avoir sur les factures d'achat et les factures de vente. Le gain de temps est significatif aujourd'hui, puisqu'on équipe plusieurs milliers de clients avec des solutions de dématérialisation des factures fournisseurs, où effectivement, grâce aujourd'hui à nos solutions, il n'existe plus d'opération de saisie manuelle des factures en comptabilité, tout est fait automatiquement. Et ça, c'est vraiment important, puisque ça permet à nos clients et à leurs équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme notamment la relance de clients ou de l'analyse financière. Et puis, ce qui est vraiment, moi je dirais, le plus crucial et surtout dans le cadre de cette réforme, c'est de pouvoir bénéficier aujourd'hui des avantages de la démat, mais aussi de se préparer à cette réforme en mettant en place des processus et des briques qui, comme je l'ai précisé, évolueront nativement avec les obligations techniques de la réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'un de nos clients qui est équipé en briques de dématérialisation de factures clients ou fournisseurs, certaines briques resteront jusqu'en 2026 si ce dernier est une PME et disparaîtront progressivement pour laisser place à des connecteurs vers la plateforme ou vers une application PDP. Donc, c'est important aujourd'hui de franchir le cap, de s'équiper de solutions de dématérialisation pour mieux anticiper la réforme et être capable de commencer la démat, non pas en 2024, mais dès 2023. Merci beaucoup, Christophe, pour ces éléments. On arrive à la conclusion. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre attention. J'espère que vous y voyez plus clair désormais. Merci, messieurs, Jean-Louis, Christophe, pour nous avoir éclairés sur ce premier numéro. On va prendre vos questions. Si vous le voulez bien, juste avant cela, je voudrais simplement rappeler d'ores et déjà que le mois de la démat, il n'est pas terminé. On a 2 autres sessions. Rendez-vous donc mardi prochain, le 24 janvier, à 11h30 pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet de la piste d'audit fiable, puisque la réforme dont on vient de parler n'est qu'un des volets, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments à bien éclaircir sur cette notion de piste d'audit fiable et de véracité de l'acte de commerce. Et puis, le dernier numéro sera jeudi 26 à 11h30 toujours, même heure, même plateforme, pour aborder les aspects plutôt juridiques et la sécurisation des données. On aura la présence d'Isabelle Renard, qui est avocate en droit numérique, spécialiste de ces sujets-là, et elle sera à vos côtés, Christophe. Alors, je propose de reprendre les questions. Merci, David. David, excuse-moi. David, excuse-moi. En même temps que tu prends les questions-réponses, moi j'aime bien avoir un peu le retour du public sur notre séquence là, parce qu'on va, effectivement, c'est le mois de la démat, on va remettre le couvert, comme tu l'as dit, pour aller plus loin sur le sujet. Est-ce que les participants sur le chat pouvaient faire un petit rôti pour nous dire de 1 à 5 si ça vous a été utile, 5 étant le meilleur? Voilà, et ça nous donnera une indication. Et puis je te laisse la place pour les questions-réponses, David. Et bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous répondra plus tard. Ça marche. Donc, pour la première question, c'était Adeline Coulange qui l'avait posée sur le chat. Jean-Louis, je crois que vous l'avez succinctement évoqué. C'était cette réforme finalement impose la dématérialisation des factures, mais pas forcément des paiements. Alors, ça va être forcément des paiements, mais les paiements d'une façon générale aujourd'hui, à part les paiements liquides, mais entre entreprises, c'est relativement rare. On a essentiellement des virements ou des chèques, où derrière, c'est déjà en grande partie dématérialisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les paiements sont dans la réforme et il faudra donc indiquer à quel moment la facture est payée. D'accord, merci. Ensuite, j'ai une question de Muriel qui demande si le e-reporting est soumis aux mêmes dates. Oui, je vais répondre, c'est même date, Ouais. même process.
Ok, alors je crois que vous avez répondu à la question de Gérard là, pour l'international. Hein, on l'a évoqué dans vos slides. Les normes de fichiers factures seront-elles identiques? Pardon. Je disais la question de Gérard Duval qui demandait pour l'international, est-ce que les normes de fichiers factures sont identiques? Vous aviez évoqué le résumé de facture, hein, me semble-t-il. Non, à l'international, donc c'est du reporting, donc c'est un concentré de la facture. En France, en B2B, donc c'est l'un des 3 formats qu'a indiqué Christophe, Facturix, C2I ou UBL. D'accord. On avait une question de Ludivine qui souhaitait une précision sur quand on a indiqué que chaque client devait être inscrit pour juillet 2024 sur l'annuaire. Elle posait la question de savoir si on devait le faire aussi en tant que particulier. On parle bien de clients B2B ou ayant une existence juridique. Une existence juridique sous forme d'un numéro de sirène. Oui. Donc les particuliers n'auront pas besoin de s'inscrire. Alors, Jeannot nous demande si la plateforme publique, la PPF, la plateforme d'État, peut-elle servir de SAE pour l'archivage des factures? Ça pourra en partie, mais l'AIFE qui va gérer la plateforme, donc l'Agence informatique financière de l'État, a dit qu'il ne serait pas certifié, par exemple, AFNOR, SAE, que ça serait, j'allais dire, best effort, mais pas forcément avec toutes les sécurités que peut apporter un SAE certifié avec des outils complémentaires, coffre-fort électronique, etc. Et là, donc, pour ceux qui ne sont pas initiés au terme SAE, on parle d'archivage électronique des documents pour garantir l'intégrité et la conservation dans le temps. Donc ça, c'est une question, effectivement, que l'on étudie de près pour savoir effectivement si il faudra fournir un mécanisme complémentaire additionnel pour l'archivage des factures à vocation probatoire. Merci pour les précisions. Benoît nous demande qui détermine le format des factures que les entreprises recevront. Est-ce que c'est l'entreprise elle-même ou est-ce que c'est le fournisseur? Bon, ça va être un peu compliqué de répondre parce que le fournisseur va émettre dans un format. Si je passe par une plateforme partenaire, je pourrais demander à cette plateforme partenaire de convertir le format. Si je passe par un autre dispositif, par exemple un OD, mais que j'ai déclaré d'une certaine façon, je peux choisir mon format parmi les formats du socle, les 3 formats dont on a parlé, choisir mon format de destination. Donc, il faudra faire attention, suivant comment on s'inscrit, si j'ose dire, sur la plateforme, avec quelle méthode et avec quel type de plateforme, on aura possibilité ou non de convertir les formats tels qu'ils seront envoyés. Mais a priori, une entreprise émet dans un format, et si rien ne se passe, le client doit exploiter la facture dans le format qu'il reçoit. Mais là, forcément, l'un des 3 formats dont on vient de parler. Alors, Daniel Perrault nous demande quid des documents annexes obligatoires qui sont actuellement joints au format papier avec la facture du client, type règlement de service ou document qualité, par exemple? Là, il pourrait y avoir des pièces jointes, même la plateforme publique, il pourrait y avoir des pièces jointes, mais là, il faut mettre quelques bémols parce qu'il y aura vraisemblablement des problématiques de quotas, de limite de taille. Et autrement, la facture s'en va en électronique via une plateforme. Et puis, il faudra trouver un moyen, d'où l'intérêt d'avoir des partenaires qui sont capables de numériser, de dématérialiser, mettre à disposition ces informations en disant, d'un côté, vous avez reçu une facture via une des plateformes, une plateforme publique ou une plateforme partenaire, mais en parallèle, vous allez avoir des documents récupérés sur telle ou telle autre plateforme. Ça va être un petit peu compliqué au début. François Garnier nous demande quid des factures en prélèvement automatique pour les abonnements? Il n'y aura pas plus de problèmes qu'avec les autres, sauf que il y aura des dispositifs spécifiques au niveau du reporting, puisque effectivement, il n'y aura pas une facture qui sera émise à un instant T, mais on a même des cas encore plus particuliers, c'est-à-dire des prélèvements avant même d'avoir la facture. C'est par exemple le cas des banques
vous prélève des frais avant de vous envoyer le justificatif. Donc, on doit être aujourd'hui à une 45 cas de combinatoire. Il y a l'affacturage, il y a plein de choses, les paiements partiels, les box que vous allez acheter pour des vacances, etc., pour faire un cadeau. Enfin bref, tout ça est en cours de discussion avec à chaque fois des spécialistes qui viennent dire dans ce cas-là, on va faire comme ci, comme ça, etc. Donc, il y a des spécifications qui sont disponibles sur le site du ministère des Finances. Bon, c'est pas toujours très commode. Il vaut mieux demander à quelqu'un à lire, il vaut mieux demander à quelqu'un qui est spécialiste en disant je suis dans quel cas, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il faudra faire. Oui, il a apporté une précision d'ailleurs un peu plus bas dans le chat que je n'avais pas vu, François, en disant je prélève aujourd'hui un abonnement mensuel le 5 du mois pour une facture qui est émise le 1er. Finalement, je fais comment demain? Voilà, on ne va pas répondre tout de suite parce qu'il y a encore un petit peu de réglage de tournevis, mais ça fait partie des cas qui sont discutés dans les réunions avec le ministère des Finances, et d'autres cas encore beaucoup plus tordus avec des représentants fiscaux, des choses comme ça. Il y a vraiment des cas qui sont très spécifiques. On a une seconde question d'Adeline là, qui faisait référence au schéma du cycle de vie et des statuts sur la facture. Là, Jean-Louis qui demande si le statut rejeté est donc bien uniquement technique et fait par la plateforme et pas par le client. Alors, il y aura un statut ou plusieurs statuts techniques correspondant à des anomalies vraiment techniques de format, d'adressage, etc. Mais ça n'empêche pas de contester une facture. Le client peut très bien dire non, je ne vais pas payer. Et là, il y aura une liste de raisons à indiquer pour dire effectivement, pour l'instant, je ne paye pas, puisqu'en temps normal, imaginons que ce soit un paiement à 30 jours, si au bout de 30 jours, ce n'est pas payé, il faut expliquer pourquoi ce n'est pas payé. Voilà. Mais il n'y a pas que les rejets techniques. Les rejets techniques sont quasi immédiats. Mais il y aura les mêmes rejets qu'on a aujourd'hui au quotidien quand on refuse une facture. Rémi, Thierry nous demande, quid des factures que nous recevons déjà au format PDF à une adresse dédiée? Devrons-nous passer obligatoirement par une plateforme officielle? Une des trois dont on a parlé. La réponse est oui. Hein, et en fonction du calendrier, oui. En fonction du calendrier. Et donc, avec toutes des phases transitoires, pour l'instant, la PPF va accepter encore un peu de PDF, mais on a déjà la date de fin d'utilisation du PDF sur la plateforme publique. En tout cas, aujourd'hui, si vous utilisez Chorus, vous pouvez envoyer du PDF. Fin 2028 de mémoire, on ne pourra plus. Voilà. David Bélanger nous demande s'il existe déjà, d'ores et déjà une liste de PDP certifiés à ce jour qui serait disponible. Non, parce que le processus n'est pas encore déterminé. Nous avons une réunion la semaine prochaine au ministère des Finances qui vont commencer à nous expliquer comment les entreprises pourront s'inscrire et rentrer dans la démarche de certification. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas. Ça devrait être ouvert peut-être avril-mai. Pour un début de liste, peut-être à l'été. Voilà. Merci Jean-Louis. Je prends aussi une question de Frédéric Sanigou qui nous dit: tous les fournisseurs compta ERP ont-ils leur propre système de dématérialisation prévu par la loi? Et si oui, quels seraient les atouts d'OpenBee? Est-ce que cela ne fait pas de doublon? Alors peut-être pour vous, Christophe, cette question-là. Alors, c'est encore pour discuter avec grand nombre d'entre eux et les plus grands, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui n'est pas finalisé dans leur roadmap technique. Ils ont des pistes entre développer en interne, totalement, partiellement, devenir PDP, pas PDP, mettre en place des partenariats. Donc, tout n'est pas encore figé chez les éditeurs. Et le minimum que nous, on peut espérer d'un éditeur et attendre d'un éditeur, c'est effectivement l'émission au format défini, Facturix, C2I ou UBL, et la réception et l'intégration comptable de ces data.
Ensuite, quelle est la plus-value d'OpenBee par rapport à ces plateformes qui émettront des documents, des factures directement vers les PDP ou autres? C'est tout le traitement de l'information qui est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, ces éditeurs ne proposent pas naturellement de la répartition par compte des charges ou de la ventilation analytics, chose que nous, on peut faire, ou de la comparaison ligne-article. Si, par exemple, vous voulez mettre en place une comparaison d'une facture versus un devis, un bon de commande ou encore un bon de livraison, chose que nous, on est capable de faire pour détecter des erreurs de quantité ou de prix unitaire, ou bien encore tout l'archivage. On parlait d'archivage à vocation probateur des documents. Effectivement, nous, on est capable de proposer cette brique, chose qu'un éditeur de RP ne saura proposer, à moins qu'il n'ait un partenariat intégré dans son offre. Et puis après, tous les circuits de validation qui font la force d'OpenBee pour effectivement mettre en place un process de validation d'une facture avant paiement, pour l'envoyer dynamiquement aux différents responsables de service, pour joindre dynamiquement les pièces justificatives associées et être capable de remonter le statut de la facture dans les plateformes. Donc aujourd'hui, l'échiquier et le paysage des acteurs logiciels, gestion électronique de documents, dématérialisation / éditeur, est en train de se former, des alliances techniques et commerciales sont en train d'être réalisées. Il faut toutefois noter qu'il n'est pas encore défini et qu'il se définira très, très rapidement cette année 2023 pour être disponible au 1er juillet 2024. Mais encore une fois, nous, ce qu'on garantit à nos clients, c'est que notre plateforme, qui est aujourd'hui distribuée par Orange, entre autres, sera compatible techniquement et évoluera en fonction des nécessités techniques liées à cette réforme pour effectivement être capable d'assurer un mode hybride dans un premier temps et totalement dématérialisé au sens de la réforme dans un second temps. Oui, on l'a bien compris, hein, ça permet de se préparer et puis d'avoir une vision un peu 360 degrés et pas être uniquement figé sur le sujet des factures. Merci beaucoup à nouveau Christophe et Jean-Louis pour vos retours. Il y a encore beaucoup de questions, hein. Malheureusement, on a atteint notre heure. On va y répondre, hein, évidemment. On va les prendre, les conserver, ces questions, et puis on va vous répondre hors scope. Rendez-vous donc mardi prochain, 24 janvier à 11h30 pour la piste d'audit fiable, jeudi 26 pour la partie juridique et la sécurisation des données. Et sur le slide qui est encore affiché à l'écran, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rentrer en contact de 3 manières avec nous, hein, soit avec votre responsable commercial identifié chez Orange. Vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur notre site application au pluriel.orange-business.com, application.orange-business.com, ou bien encore sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci à tous. Thomas, peut-être un dernier mot? Non, t'as tout dit. Il est l'heure d'aller manger. Bon appétit à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le mois de la démat. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.